Et je remercie premièrement les organisateurs et je vous remercie d'avoir pensé à moi. Et c'est un honneur pour moi de partager ce panel avec des grandes dames d'expérience comme nos aînés, comme vous l'avez si bien présenté. Et je remercie aussi les participants qui ont libéré un peu de temps pour venir partager avec nous ce sujet très important, très intéressant, qu'est le leadership. Et donc, vous me demandez l'expérience ou même des compléments que je peux apporter à la définition du leadership. Ce que je peux ajouter après la parole de nos aînés, c'est que le leadership, c'est un art. Et c'est un mode. C'est un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre aussi. C'est tout un tas de qualités requises pour pouvoir effectivement diriger les autres et les amener à un but ou à des objectifs fixés de commun accord avec le groupe dans lequel on est en train de servir. C'est aussi la capacité de prendre des décisions et assumer les responsabilités qui en découlent et les conséquences. C'est aussi le courage de pouvoir résoudre ou contribuer à la résolution des conflits qui peuvent naître. Et donc, à mon entendement, c'est aussi des attitudes. C'est aussi des attitudes qu'on adopte. Et c'est des traits de caractère aussi qui nous démarquent de la masse et qui nous donnent cette, je dirais, clairvoyance ou même cette habilité à pouvoir servir de modèle pour les autres. Et quant à l'expérience, surtout dans le monde politique, même dans le monde de la communication, surtout quand il s'agit des femmes, le leadership, des fois, peut-être que c'est une autre étape, fait face à beaucoup de clichés, à beaucoup de stéréotypes, à beaucoup de blocages. Et quand une femme réussit, nous nous félicitons en tant que femmes et nous devons aussi, c'est dans notre devoir aussi d'appuyer. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous avez fait cet après-midi, d'appuyer et d'aussi accompagner et soutenir cette action ou cette position de leadership que la femme occupe. Ça inspire aussi les autres. Je pense que je peux m'en garder jusque-là, peut-être pour donner la parole à Céline aussi, pour partager. Madame Annie, je me joins aux autres panélistes pour d'abord vous remercier de cette initiative. Ensuite, remercier tout le monde qui a pu avoir le temps de venir échanger en fait. Ça, c'est un échange. On a beau être ici, mais c'est un échange. Alors, pour moi, le leadership, je vais le ramener au niveau personnel, dans le sens où, pour moi, je vois le leadership comme étant une croissance continue de l'individu, une croissance consciencieuse et intentionnelle. C'est-à-dire, on doit vraiment avoir cette prise de conscience de ce qu'on a à donner, tout d'abord. Ensuite, pour être leader, on ne doit pas nécessairement être en avant, on peut être leader en suivant les autres. Si ce qu'ils font est quelque chose que nous épousons, que nous pensons que cette valeur, nous la partageons, on peut suivre les autres et en étant leader, en faisant bien ce que nous devons faire. Par exemple, on peut être un chef d'entreprise et avoir des employés qui sont vraiment des leaders parce qu'ils font bien leur boulot, sans qu'il y ait un contrôle, un suivi, mais parce qu'ils ont eu cette prise de conscience de ce qu'ils veulent donner, de ce qu'ils sont. Autre chose, pour moi, le leadership, je le ramène toujours au côté individuel parce qu'on ne peut pas transformer ou être leader sans que nous ayons cela à un niveau personnel. Ça, c'est mon avis. Alors, pour moi, c'est aussi la capacité de naviguer dans les défis et de ne pas perdre le nord. Parce qu'on peut avoir une vision, on peut avoir toutes les qualités, mais dès qu'un défi arrive, on se perd. Alors, c'est très important qu'un leader puisse avoir cette capacité de résilience, cette capacité de garder toujours le sens du focus, où est-ce qu'on est en train d'aller.
Autre chose qui est ma dernière contribution, je vois le leadership vraiment comme un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, oui, du donner et du recevoir. Je pense que ce mot-là se complète lui-même, je n'ai pas à en ajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Moi, je pense que les participants ont soif vraiment de savoir un peu de vos expériences respectives par rapport au leadership. On a bien défini le leadership, mais en tant que femme leader, comment est-ce que vous le vivez au quotidien? Je recommence avec Dr Mbonyingi Ngo. Comment est-ce que, à travers votre expérience, votre longue expérience, vous avez vécu ce leadership? Merci beaucoup. En fait, moi j'ai pris en réalité le canevas que vous nous aviez proposé, Madame Sabima Anna, et il était question de parler du leadership féminin. Là, je voudrais ajouter deux petits éléments. C'est que pour un leader féminin, il faut vraiment que ce soit une personne qui cherche le changement des politiques, des programmes et comportements, source de discrimination envers les femmes. Il faut qu'elle s'engage dans cela. Il faut aussi qu'elle s'engage à conduire les femmes pour briser le plafond de verre, parce que c'est ça notre souhait. On parle de génération égalité d'ici 2030. Qu'est-ce qu'une femme leader va faire? C'est ça. En fait, essayer de changer, être un agent de changement des politiques, des programmes qui sont source de discrimination. Et s'engager, se battre avec énergie, un combat acharné contre les stéréotypes dont vous nous avez parlé et que vous souhaitez qu'on puisse formuler. Et là, pour les femmes qui nous écoutent, les jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, moi, je ne vais pas leur donner des théories des experts français, experts américains, parce qu'il y en a, il y a des théories, il y a des experts africains qui parlent aussi de leadership féminin. Moi, je vais vous renvoyer à l'Ubushingantahe, l'institution de Bushingantahe. Si vous analysez bien au Mushingantahe, le processus de formation dans Mushingantahe, si vous y arrivez, vous êtes un leader accompli. Vous n'avez pas besoin de chercher les théories, les thèses d'ailleurs. On a un modèle presque parfait ici au Burundi. Parce que j'avais prévu de renvoyer le micro à la salle pour qu'ils nous disent les valeurs qu'ils voient dans un Mushingantahe, mais je ne le ferai pas parce qu'on est pressé par le temps. Mais je vais vous dire une chose que j'ai apprise moi-même. Un Américain a parlé à un Burundais et lui demandait, mais est-ce que ça va chez nous, chez vous? On entend qu'il y a tout le temps cycliquement des guerres. Et où sont partis les Bashingantahe? Parce qu'on nous a dit, là où il y a un Mushingantahe, on ne peut pas vivre en conflit de façon éternelle. Ce n'est pas possible. Alors, il lui a demandé, est-ce que les Bashingantahe sont partis? Ils sont morts? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, le Burundais, il était étonné de voir qu'un Américain parle de Bashingantahe comme ça, avec conviction, avec détermination. Alors, l'Américain lui a dit, mais je fus membre de la CIA. Et dans les cours qu'on nous donnait, il y avait un cours sur les pratiques d'Abashingantahe du Burundi. Et on nous disait qu'au Mushingantahe du Burundi, s'il est sur son chemin, il va quelque part, il voit un conflit qui éclate sur son chemin, il va tout laisser tomber, il va se focaliser sur le conflit jusqu'à ce que les esprits soient calmés, et puis il va continuer sa route. Et donc, les Américains ont appris à s'inspirer de l'institution du Bushingantahe du Burundi. Et donc, chers camarades, prenez l'institution du Bushingantahe, les valeurs du Bushingantahe, et inspirez-vous de cela. Si vous y arrivez, vous serez un leader bien accompli. Et pour moi, en tant qu'individu, je pense que les leviers dans le leadership féminin, ils sont de quelques ordres. Il y a d'abord l'environnement familial et communautaire dans lequel vous êtes né et vous grandissez. Pour ma part, je crois qu'il m'a façonné d'une certaine manière. La famille dans laquelle je suis née, la colline sur laquelle je suis née, j'ai eu la chance de naître tout près de la paroisse de Kibumbu. Ça, c'est en commune Kayokwe, là où il y a la chute de Mwaro.
là où on va Kouandwa, quand on... hein. Et si vous voulez des choses, appelez-moi, je vous amène là-bas, on va... À Kasumo Kamwaro, là, vous allez, vous priez, vous demandez et vous aurez. Donc, je suis née là-bas. Donc, naître là-bas, c'était pas rien. Naître tout près d'une mission catholique, c'était pas rien. Parce que moi, avant d'aller à l'école, je pouvais parler un peu de français avec le curé de la paroisse. Pourquoi? Parce que mon père était assistant du curé. Et donc, il faut un environnement qui vous propulse, qui vous aide dès le jeune âge. Ça doit être la famille, ça doit être l'environnement. Et en l'occurrence, pour moi, c'était la mission. Parce que très vite, je suis entrée dans les mouvements d'action catholique. Et très vite, comme je parlais déjà français avec le curé, il me disait « Bonjour Christine ». Je disais « Bonjour mon père ». Il me disait « Quelles sont les nouvelles ?» Je disais « Elles sont bonnes les nouvelles ». Donc, j'avais tout appris. J'avais tout appris par cœur. Comme je pouvais restituer. Et le curé, il me récompensait comment? Soit une image de la Vierge Marie, sinon il enlevait sa... Comment on appelle ça? Il avait une prothèse dentaire amovible, pas fixe. Et donc, il enlevait la prothèse, il me montrait ses dents, comme pour me dire qu'il est magicien, il peut déchausser ses dents et puis les remettre. Je disais, waouh! Mais le curé, le blanc, il est fort. Et moi, j'allais essayer d'enlever les miennes et ne sortaient pas. Donc, je crois que cet environnement a libéré ma parole. Donc, je suis à l'aise pour parler. Là, je parle de l'environnement qui vous forme, qui vous prépare à être leader. L'environnement familial et communautaire. Et puis, il y a l'environnement scolaire qui vous habilite, qui vous valorise, qui voit le potentiel en vous, qui voit des talents en vous et il vous encourage, il vous met en avant. Et là, je vais demander à l'audience de m'aider à dire merci en frappant des mains à Madame Cécile Rouveya qui fut ma professeure quand j'ai commencé l'école secondaire. C'était une belle jeune femme, très, très, très belle. On avait les yeux fixés sur elle. Et donc, elle parlait français, le français comme j'en connaissais avec le curé. Et donc avoir des profs, des enseignants qui vous valorisent, qui vous aiment, parce que les profs, ne vous en faites pas, ils aiment les enfants brillants. Et donc, merci Madame Cécile d'avoir fait de moi ce que je suis à la base, parce qu'avec vous, je crois qu'on m'a dit que j'étais second au concours national pour tout le pays. Donc, pour tout le Burundi. Et donc, pourquoi? Merci. Pourquoi? Parce qu'on avait de bons professeurs. Donc, c'est pour ça que je parle d'un environnement scolaire qui vous valorise, qui vous habilite. L'autre levier, c'est, en fait, en parlant de la scolarité, après Madame Cécile, 7e année, j'ai fait mes 3 années du tronc commun. Et là, en partant de chez moi, j'avais comme obligation de ramener le diplôme de D4, monitrice de primaire. Et j'étais préparée pour cela. Je savais qu'après l'école, je deviens D4, j'enseigne chez moi quelques années. Et mon père, il va boire de la bière tous les jours peut-être, parce que je suis fonctionnaire maintenant. Et puis peut-être j'allais me marier avec, je ne sais pas, un autre moniteur. Et c'était ça. Mais, comme je vous disais, tu deviens leader par la force d'autres personnes. Mes enseignants du tronc commun, ils m'ont dit, non, il n'y a pas moyen d'avoir des 4 pour toi. Toi, tu vas aller à Paris. La maman du prof Guériec t'attend. Tu vas apprendre le français là-bas. Blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, non, il n'en est pas question. Parce que mes parents, ils veulent que je sois D4. Et ça sera ça. Donc, il y a eu un combat entre mes enseignants et moi, parce que moi, je voulais terminer et faire mon travail, ce que j'avais promis à mes parents. Mais eux, ils ont dit, ça serait du gâchis. On ne peut pas la laisser faire. Donc, ils ont construit un argument pour me dire, tu es petite, tu ne pourras pas enseigner parce que tu n'es pas dans les normes et donc, tu es obligée de continuer. Je n'étais pas assez grande comme Madame Cécile,
Donc, j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai pu continuer mes études. C'est comme ça que j'ai pu faire l'université parce qu'il y a eu des profs qui ont dit non, on ne va pas la laisser faire des 4, mariée à moniteur et tout ça, tout ça. Donc, j'ai continué, renforcé par l'environnement scolaire. Et peut-être qu'on va revenir un peu sur ça. Oui. Je vais donner la parole aux autres panélistes. Ok. Je voudrais demander à Madame Françoise, vous avez beaucoup insisté sur l'environnement familial, l'environnement aussi scolaire qui vous ont beaucoup motivé. Je vais demander à Madame Françoise, vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes la directrice exécutive de SACODE. On vous a ciblé parce que vous vous faites remarquer à travers le travail que vous êtes en train d'accomplir sur terrain. Est-ce qu'on peut avoir un peu de mots, l'expérience, votre profil, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous y prenez en fait pour que on vous considère comme une femme leader que vous êtes? Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous dire un peu de mots mon profil. Je suis infirmière anesthésiste de formation. En fait, c'est un métier que j'aimais beaucoup d'ailleurs, mais que je n'ai pas eu la chance d'exercer comme je le voulais, parce que après avoir eu mon premier enfant, en fait, c'est mon mari qui me disait, à cette époque, je travaillais à la clinique Prince Louis, et nous étions 2 anesthésistes avec le vieux Kahamo, je ne sais pas si vous connaissez Kahamo. Et comme il était un peu vieux, alors c'était moi qui faisais toutes les gardes. Et chaque fois qu'il y avait besoin d'une femme qui devrait accoucher par césarienne, on venait me chercher. Chaque fois qu'il y avait un accident, on venait me chercher. Et à un moment, mon mari a dit « stop ». Et du jour au lendemain, j'étais infirmière à la Banco. Voilà. Et là aussi, je m'épanouissais beaucoup parce que c'est un métier que j'aimais. J'aimais soigner, surtout les enfants que je voyais qui venaient vers moi, très malades, et que je parvenais à faire quelque chose et qui guérissaient. J'étais vraiment très contente. Mais je n'ai pas eu aussi la chance de continuer ce métier. Après 2 ans, mon mari a eu un emploi à Mombasa et du coup, nous avons déménagé au Kenya. Et comme nous avions un statut diplomatique, donc je n'avais pas le droit de travailler, alors j'en ai profité pour continuer mes études. Et voilà, arrivé au Kenya, je ne parlais pas bien l'anglais, alors je devais faire toute une année d'anglais. Et après l'année, j'ai accédé à une institution, j'ai fait de International Business Communication et International Business Management. Voilà. Et après avoir terminé aussi, je ne pouvais pas travailler. Et comme nous avions une voisine, c'était la directrice du ACR, une dame ougandaise, nous étions devenus amis parce qu'on vivait, c'était l'emploi à côté. Alors je lui ai demandé si je pouvais faire du volontariat. Et du coup, elle a accepté et j'ai fait du volontariat dans le camp des réfugiés somaliens. Et du coup, je passais mes journées dans le camp et je ne sais pas comment, mais je m'intéressais beaucoup plus aux femmes et aux jeunes filles. Hein? En fait, je ne sais pas comment c'est venu. Et aussi, ces femmes m'aimaient beaucoup. Elles venaient me raconter leur histoire, comment elles ont été violées. En fait, ce camp, vraiment, c'était un calvaire. En fait, je passais mes journées là-bas. Je faisais écrire leurs histoires. Et en fait, je pense que j'ai passé 2 années dans ce camp. Et à notre retour, comme je venais de faire ces 2 années de volontariat, il était facile pour moi d'intégrer le système des Nations Unies. En fait, c'est pour cela que j'ai travaillé au PNUD, ACR, voilà. Mais je vais faire marche arrière. Par rapport à ma famille, quand je suis née, ma maman, comme après seulement une année, il y a eu ma petite sœur, alors ma maman m'a donné à ma grand-mère. Parce qu'elle avait du coup 2 bébés. Et ma grand-mère, bien que j'avais déjà un nom, ma grand-mère a choisi de m'appeler un autre nom. Elle m'a donné un autre nom, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a appelée Moudirakov. Moudirakov, voilà, Moudirakov. Alors, comme je grandissais à partir de 5 ans,
chaque personne qui apprenait que je m'appelle Moudira Kofé, elle s'exclamait. Elle me demandait pourquoi est-il défendu de Kourou Comité. Et moi, je me demandais, je demandais. Et en grandissant, c'est là où j'ai constaté que ce nom que ma grand-mère m'a donné était vraiment bizarre par rapport à ce qui est pratiqué dans la société burundaise. Voilà. Et comme je vous disais, peut-être c'est Dieu qui a mis ça en moi. Je voyais comment les femmes sont maltraitées, comment les filles sont, surtout les filles qui tombent enceintes, subissent vraiment. Et du coup, en fondant Sacodé, mon premier projet que j'ai fait, de viser les femmes. Parce que j'avais vu comment ces femmes sont dénigrées. Et si vous me permettez de faire marche arrière, dans ma famille, en fait, nous sommes nés 6 filles avant. Et quand il y a eu naissance d'un garçon, ma maman lui a donné le nom Irani Wutse. Vous comprenez? Et alors, moi j'étais grande parce qu'il est venu, c'est le 7e quoi. Alors je me demandais, Koumbe. Ma maman, il m'a dit Wutse, comme si les 6 filles, il m'a dit vous comprenez? Alors tout cela, ça restait dans ma tête. Alors pour vous dire, tous mes projets que je fais, c'est renforcer les capacités des femmes et des filles. Les femmes et les filles. Équité, égalité, c'est vraiment trop vaste. Mais moi, j'ai choisi de renforcer les capacités des femmes et des filles. Et moi, et le premier projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de voir les filles qui n'ont pas le pouvoir de s'offrir des cotex chaque mois et que du coup elles s'absentent à l'école et elles ratent les examens, et elles ratent les tests. Et des fois, il y a des filles même qui abandonnent. Et ce projet vraiment me tient beaucoup à cœur parce que quand j'ai commencé à implémenter ce projet, en fait, j'avais eu une histoire d'une fille qui habite à Gitaza. Voilà. Parce que quand vous travaillez avec ces filles et que vous montrez vraiment que vous les aimez, elles deviennent tes amies. Il y a une fille alors qui m'a envoyé un SMS, qui avait l'habitude de m'envoyer des SMS pour lui envoyer l'argent pour le cotex. Et ce que je faisais chaque fois. Mais après, elle avait un examen, elle ne m'a pas trouvé. Mais quand même, elle est allée faire ce test. Quand j'ai vu son SMS, je lui ai demandé comment est-ce que tu as fait. Et quand elle m'a raconté ce qu'elle a fait, j'ai vraiment eu, je ne sais pas comment exprimer le malaise que j'ai eu, mais le lendemain, j'étais chez CARE. CARE était notre partenaire. Je suis allée voir Madame Bena, qui était une femme kenyane qui était directrice au CARE. Nous avions un projet qu'on implémentait ensemble. Je lui ai demandé, et j'avais même les larmes aux yeux, je lui ai dit, en fait, nous sommes en train de faire un projet d'éduquer les filles et les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, mais vraiment, il y a des filles qui souffrent. Si une fille vous dit qu'elle a porté une chaussette de son frère, qu'elle a mis du sable dedans, qu'elle a porté ça pour aller passer un test, tout ce que nous sommes en train de faire, il nous couche. Est-ce que vraiment vous pouvez m'aider pour qu'on puisse acheter les cotex pour ces filles? Et comme je criais, elle a accepté. Elle m'a permis d'utiliser le fonds, le reliquat qu'on avait sur le budget pour acheter le cotex de toutes ces filles de Lutaza. Et j'étais très contente, on a acheté des cotex, on est allé à Lutaza, on a distribué à 3000 filles. J'étais vraiment à mais à mon retour, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai donné une solution d'un mois. On a donné un paquet à chaque fille, mais après. Et c'est là où j'ai commencé à penser comment faire quelque chose qui est vraiment durable, qui peut aider toutes ces filles.
Mais quand on distribuait même les serviettes, ils nous ont dit Amakale Sali. Hein? Alors, pour vous dire que à mon retour, j'ai essayé vraiment de penser à une solution qui est durable, et qui peut aider ces filles à continuer leurs études en toute dignité et dans la paix. Et c'est pour cela que j'ai innové cette serviette et je l'ai nommée Agateeka. C'est une serviette qui est hygiénique, qui est lavable et qui peut être portée avec ou sans sous-vêtements. En fait, c'est un projet que j'aime beaucoup et qui m'a déjà donné beaucoup de prix, mais les prix pour moi, c'est à côté. Mais j'aime beaucoup parce que on a vu l'impact. On a vu l'impact, on a vu que ces filles, elles n'ont plus ces maladies liées à ces mauvaises choses qu'elles utilisaient avant. Et deuxièmement aussi, ce sont des filles maintenant qui étudient, qui sont en paix. Quand elles ont leurs règles, elles vont à l'école comme les garçons. Et personne ne sait ce qui se passe. Elles peuvent faire leur examen à l'aise. Voilà. Et du coup, tous les projets que nous mettons en exécution chez Sakode sont majoritairement, tous ces projets visent les filles et les femmes parce que, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est ancré en moi de par ma famille, comment j'ai grandi, Moutira Kofe, voilà. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Françoise, pour le témoignage si vraiment important. Et on a appris pas mal de choses. En fait, vous vous rejoignez quand vous parlez de vos expériences, parce que j'ai retenu la résilience, j'ai retenu l'empathie, j'ai retenu aussi l'écoute. J'ai aussi retenu surtout l'engagement personnel de chacune d'entre vous. Ça, c'est vraiment des aspects très importants. Donc, c'est des valeurs et des compétences qu'on doit avoir quand on veut jouer le rôle de leader. Je me tourne à ma droite, on ne vous a pas oublié. Mesdames Céline, Madame Nancy. Nancy, quel est votre parcours? On ne va pas vraiment parler de parcours, mais vous êtes dans la politique, vous êtes une jeune dame. Ça se passe comment? Vous le vivez comment? Bon, je le vis très positivement et je suis très satisfaite de l'impact que j'inspire à notre génération. Parce que d'abord, avant, on avait peur. On avait peur de la politique. Actuellement, on est en train de faire un peu humaniser la politique, faire comprendre que faire la politique, c'est pas manquer de respect aux autres, parce qu'avant, quand on voyait une personne, surtout une jeune personne, s'engager en politique, on disait qu'est-ce qu'elle va chercher là? Elle ne peut pas trouver un autre boulot. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle tourne dans cette carrière? Bon, en fait, d'abord, ma petite expérience personnelle. Depuis ma jeune enfance, j'étais très bavarde. Je parlais beaucoup, j'avais peur de personne, j'approchais tout le monde, je parlais avec tout le monde et j'écoutais beaucoup les gens. Pourquoi vous faites ça? Et puis j'aimais beaucoup l'information. J'aimais suivre le journal à la télé. J'aimais vraiment suivre le journal à la télé. C'est pour cela que tout à l'heure, avant l'émission, j'étais en train de saluer Madame José, qui est cet après-midi avec nous. J'aimais vraiment regarder l'info. Et ma vision, c'était, OK, j'aimerais bien être comme ces dames-là qui présentent le journal. Parce que pour moi, je disais, si je suis journaliste, je sais tout. C'était ça ma vision à l'époque. Je me disais, si je suis journaliste, je saurais tout. Parce qu'ils abordent la sécurité, la politique, l'économie, le social, tout. J'ai dit, je vais être une journaliste. Mais on a grandi dans des conditions, je ne dirais pas précaires, mais ce n'étaient pas des conditions favorables à la réalisation de soi, parce qu'on a grandi dans un contexte de crise. C'était pas facile de se réaliser et c'était pas facile aussi de voir le lendemain. Alors, je me suis dit, est-ce que ma passion, ma vision de pouvoir être
porter la voix des sans-voix. Est-ce que je pourrais y arriver avec ce contexte? Est-ce que ça arrivera un jour? Mais avec le temps et l'environnement, comme les autres ont dit, j'ai pu avoir un encadrement et un environnement familial favorable. Mais aussi, dans ma famille, il y avait beaucoup de politiciens. Beaucoup de politiciens dans ma famille. Et je suis très fière parce que de la diversité des opinions, je pouvais suivre même en étant jeune. Pourquoi est-ce qu'ils discutent de ça? Ils disent non, on va apporter ça à l'Assemblée, on va changer cela. Je dis, ah, donc c'est en politique que les choses se changent. J'ai dit, ben, peut-être que je peux aussi faire la politique, mais je ne savais pas comment. J'étais très jeune, j'étais de la ville, j'étais une femme. Comment est-ce qu'on entre en politique? Comment est-ce qu'on approche les grands politiciens? On les voyait toujours à la télé, dans les débats. Je disais, bon, ok, ben, je vais attendre. Mais paradoxalement, ici en ville, surtout les jeunes, on n'avait pas de cadre de rencontre des grandes personnalités du monde politique. On les voyait juste à la télé. Même les voix, on ne venait pas les chercher parce qu'on était tout petits. On ne nous intégrait pas tellement dans cela. Alors, de ma passion de parler, d'écouter et de porter la parole des gens, je suis devenue journaliste par la suite des événements. Et ça me passionnait d'écouter des gens et de changer aussi de perspective. Parce que quand on fait le terrain, on découvre de nouvelles réalités de vie et produire des émissions ou même produire des éléments de journaux, ça portait leurs problèmes au vu et au su de tout le monde. Et ça changeait aussi, ça impactait leur vie. Ça me faisait très chaud au cœur de voir que tel reportage a eu un feedback positif, telle communauté avait tel problème, et maintenant ils ont eu un appui de la part des responsables et des décideurs. Ça m'a vraiment encouragée. Et par après, alors, j'ai eu cette opportunité que je cherchais de pouvoir côtoyer les gens qui sont engagés en politique, parce que j'animais d'abord les débats en rapport avec la politique, avec le contexte social et tout ça. Et je me mettais au challenge. Et chaque fois que j'étais en train d'animer une émission, je me disais, mais pourquoi je suis toujours de ce côté et non de l'autre? Pour pouvoir changer. Parce que je me disais, non, mais c'est très facile. On peut changer cela. C'est très facile. Changeons comme ça, faisons comme ça. Et j'ai dit, bon, peut-être que je peux aussi faire un pas de l'autre côté. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis très satisfaite actuellement. Parce qu'en étant sur le devant de la scène, surtout en politique, on rencontre des décideurs, on s'exprime, on fait part de nos préoccupations en tant que jeunes, en tant que femmes, et surtout on est en contact avec des personnes de divers horizons, qui ont diverses expériences qu'on peut implémenter dans notre pays et faire avancer les choses. Et comme ça, on apporte des solutions adaptées aux problèmes réels de la société. Et on écoute les gens, on insuffle des changements. Et en tant que femme, la participation des femmes dans la politique, quand on a pu émerger et être au devant, c'est notre responsabilité. Quand on visite des provinces, des communes, des collines, quand on voit dans la salle, il n'y a pas de femmes, on s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe? On demande. Et quand d'autres femmes, si elles sont en petit nombre, ils voient qu'il y a une femme dans la délégation des personnes qui les ont visitées, ils disent, ah, c'est possible. On peut aussi participer, on peut se faire élire, on peut élire, et on peut faire entendre notre voix et changer les choses de la base au sommet. C'est un sentiment de satisfaction de ma part de pouvoir, je dirais, inspirer d'autres femmes à briser les chaînes qui les lient, mais aussi la peur qu'elles ont à pouvoir percer dans le monde politique, et surtout les jeunes, et même les jeunes de la capitale. Parce que les jeunes de la capitale, jadis, ils avaient très peur de la politique, et actuellement, on fait beaucoup de séminaires, on essaie d'influencer ce changement pour qu'ils puissent aussi participer dans la vie politique du pays et ne pas seulement subir. C'est important de pouvoir construire quelque chose ensemble et dire j'ai apporté cette pierre à l'édifice et maintenant on est ici
Et demain, on veut aboutir à cela. Donc, en tout cas, je me réjouis aussi que notre parti donne la place aux jeunes et aux femmes. Égalité, c'est un parti égalitaire qui promeut la participation de toutes les couches sociales. Et comme ça, on a une politique qui s'inspire des réalités du terrain. En tout cas, jusque-là, je peux dire que des clichés, des blocages, il y en a des tas. Il y en a des tas. D'abord, quand j'étais journaliste, on me disait, mais c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est quoi cette jeune fille qui ose poser des questions aux gens comme ça? On prenait ça comme un manque de respect. Même en politique, quand on entre d'abord, on nous regarde d'un œil, on dit, c'est qui déjà? C'est la femme de qui? Mais non, j'ai quand même pris de l'âge. C'est la femme de qui? On ne peut pas voir qu'on peut prendre l'initiative soi-même et défendre ce en quoi on croit. On veut attacher la participation de la femme en politique par rapport à ses filiations matrimoniales ou même, puisqu'on est dans une société patriarcale, on va dire, peut-être que son père était politicien, elle veut être aussi politicienne, mais on ne valorise pas réellement l'engagement des jeunes dans la politique. C'était très difficile. Je me rappelle quand j'étais nommée à la présidence comme conseiller, en 2013, j'étais très jeune. J'étais d'ailleurs la plus jeune du staff. Et puis les gens me regardaient et disent, elle vient d'où? C'est l'enfant de qui? Qu'est-ce qu'elle a comme carrière? Et on pouvait se retrouver dans des réunions. On dit, tu sais qu'il y a une réunion qui va avoir lieu dans cette salle. Comme pour dire, tu n'es pas de la réunion. J'ai dit, mais je suis aussi conseiller. Ils disent, ok, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle. Et quand je me présentais, ils disaient, c'est donc toi. Donc mon nom, ils le savaient parce que j'étais journaliste avant. Mais c'était très difficile de se faire accepter en tant que jeune dans des milieux fréquentés et longtemps monopolisés par des anciens, des vieux, des vétérans. Mais quand même, avec un peu de courage et d'encouragement aussi des aînés, on a pu tenir, on a pu faire face à ces défis et évoluer positivement. Et je remercie d'ailleurs toutes les femmes qui sont aussi derrière ma réussite, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment pour la réussite des autres, qui épaulent les autres, qui sont là pour entraîner les autres. Je me rappelle quand j'étais encore une petite fille, on était dans l'association pour la promotion de la fille burundaise, on suivait beaucoup de formations pour prendre le courage. Je vois Madame Francine, j'étais là, on suivait des formations, il faut sortir du silence, il faut faire des projets d'autonomisation, il faut faire entendre ta voix. Ça nous a aidés, ça nous a beaucoup aidés, je vous remercie.